Bonjour à toi, ici Zeynep. Aujourd'hui, on va parler de trauma bonding, quand on confond l'intensité et l'amour, ou quand le corps il cherche le chaos et il appelle ça de l'amour. C'est quelque chose que je rencontre très 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 fréquemment. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être attirées par l'amour, alors qu'en réalité, elles sont attirées par l'intensité. Ça a été évidemment mon cas, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je connais complètement. Quand on est dans ce type d'intensité-là, on va pouvoir confondre la connexion avec de la tension. On va confondre la passion avec l'activation de notre système nerveux. On va confondre l'amour avec l'urgence. On va avoir peur de perdre l'autre. Et finalement, la relation va se bâtir sur des montagnes russes émotionnelles. Et c'est finalement quelque chose qui vient parler de mémoire du corps, de mémoire du système nerveux. Et parfois même une mémoire qui commence même pas par toi, qui commence avant toi. Et c'est pas parce que tu ne sais pas discerner ou que tu as un problème. C'est quelque chose qui est dans ton corps, dans des schémas inconscients, dans des schémas invisibles qui font que tu es là-dedans. Euh, je ne sais pas si on en parle souvent du trauma bonding, peut-être un peu plus dans l'échelle américaine. C'est un mécanisme qui est vraiment très profond, qui est biologique même, j'ai envie de dire, qui est transgénérationnel aussi. Et il va expliquer, je l'espère en tout cas, qu'il va te donner des clés pour expliquer pourquoi il y a certaines relations qui te happent, pourquoi il y a certaines relations qui connaissent des hauts, des bas, qui t'épuisent complètement, qui te vampirisent. Et pourquoi il y a des relations finalement qui te bouleversent, qui te font finalement du mal, mais que tu n'arrives pas à lâcher. Voilà, pour une raison ou une autre. On va parler de l'arbre généalogique qui vit dans tes cellules, de la science un petit peu de l'invisible, quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Si tu as besoin de te libérer de certains schémas relationnels, il y a besoin que tu comprennes que le trauma, il ne se transmet pas seulement par l'éducation, parce que tu as vécu toi de manière consciente, il se transmet par le corps. Jusque-là, tu es d'accord avec moi. Et c'est ce que montre aussi l'épigénétique, puisque le trauma, il ne va pas modifier l'ADN lui-même, il va modifier l'expression de certains gènes. En d'autres termes, ce sont les interrupteurs qui changent. Des gènes qui sont liés au stress, qui sont liés à la vigilance, l'hypervigilance, la peur, le contrôle, etc., peuvent être activés ou désactivés selon ce qu'ont vécu les générations précédentes. Il y a eu plein d'études qui ont montré tout ça, ne serait-ce qu'avec les survivants de l'Holocauste, qui présentaient dès la naissance des niveaux de cortisol qui étaient différents. Leur corps, il était réglé sur un mode alerte, tout comme leurs ancêtres qui ont vécu l'Holocauste. Okay, alors que finalement, les descendants n'ont pas vécu le trauma eux-mêmes, et pourtant, ils ont absolument les mêmes réactions corporelles que leurs ancêtres. Donc tu peux porter finalement l'anxiété de ta grand-mère, alors que tu n'as même pas ouvert les yeux, tu étais un bébé, tu étais même dans le ventre. Et il faut savoir aussi que tu étais dans le ventre de ta grand-mère. Quand ta grand-mère était enceinte de ta mère avait des ovules, et toi tu es cet ovule-là. Donc tu étais littéralement dans le ventre de ta grand-mère. Donc ce que ta grand-mère a vécu a forcément eu un impact sur ta mère, mais également sur toi. Et il y a évidemment la mémoire implicite. Donc le corps, il possède une bibliothèque de sons, d'odeurs, de tons de voix, de regards, etc., qui sont associés à quelque chose, à un danger, à un risque qui appartient au passé. Et cette bibliothèque-là, elle n'est pas consciente, c'est la mémoire implicite. C'est pour ça que parfois, tu peux ressentir une odeur et pleurer ou être ému. C'est pour ça aussi que tu peux te figer face à un ton de voix précis, que tu peux te figer face à une personne qui ressemble à quelqu'un de ton passé. C'est pour ça aussi que tu peux ressentir une angoisse soudaine dans un certain environnement banal sans comprendre pourquoi. Donc il y a une mémoire qui vient en toi, qui est implicite et qui vient appuyer sur le trigger et qui vient te déclencher alors que tu ne comprends même pas. Donc ton corps, ton système nerveux, il reconnaît quelque chose que ton mental n'a pas appris à nommer finalement. Donc il reconnaît le danger dans la pluie parce que ta grand-mère, quand elle était sous un jour de pluie, a vécu quelque chose. Donc si tu as grandi dans un environnement où finalement tes parents ils faisaient que crier, c'était comme ça qu'ils t'aimaient, ou quand la maison elle était calme, ça annonçait que ton père ensuite il allait sortir de ses gonds, qu'il allait avoir une tempête, etc. Le système nerveux, il s'est branché sur le chaos. Il a appris
que le chaos était normal. Il a appris que le silence était dangereux. Le calme est suspect pour ton système nerveux. Il est même dangereux. C'est pour ça que certaines personnes provoquent inconsciemment des conflits quand tout va bien. Donc le couple, tout va très bien, mais elles vont appuyer sur la case conflit, chaos. J'ai besoin d'un peu de chaos pour me sentir que tout va bien. Parce que là, le fait qu'on se sente bien, que tu sois gentil avec moi, etc., ça vient finalement trigger ce branchement en moi qui est branché sur le chaos. Donc, tu te sabotes finalement. Donc, c'est de l'autosabotage évidemment, mais c'est de l'autosabotage qui est inconscient. C'est pas quelque chose que tu fais de manière consciente. Tu sais même pas pourquoi tu le fais et tu peux même souffrir de le faire. Et les personnes que j'accompagne me le disent. Mais je comprends pas, tout va bien et je suis obligée de créer cette situation, etc. pour que ça n'aille plus. Alors que moi, je veux que ça aille. Donc, ça vient appuyer, ça vient appuyer un petit peu sur le doute, sur le manque d'estime, etc. Et ça envenime un cercle qui est déjà vicieux à la base. Ok, c'est ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que cet auto-sabotage inconscient, c'est finalement une tentative de ramener l'environnement à ce que le cerveau il considère comme normal. Donc le cerveau, s'il considère comme normal des tempêtes émotionnelles, eh bien, il va chercher à te ramener à ces tempêtes émotionnelles pour que lui, il se sente en sécurité, pour qu'il se dise « Ah, ça je connais, c'est bon, je suis dans ma zone de confort, tout va bien. » Le problème, c'est que cette alarme-là, cette intensité-là, elle peut être confondue avec l'amour. Et c'est là où le trauma bonding, finalement, il rentre en scène. Ce fameux coup de foudre qui est souvent présenté comme une preuve d'amour, parfois, souvent, il peut être un signal d'alarme du système nerveux. Ces fameux papillons dans le ventre. J'ai toujours pensé que les papillons dans le ventre, c'était quelque chose de positif jusqu'à ce que j'ai un mentor en trauma qui me dise « Mais les papillons dans le ventre, c'est ton intestin qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas quelque chose de positif. » Alors qu'on romantise tout ça, qu'on enjolive tout ça. Ça peut être un signal d'alarme de ton système nerveux. Quelque chose qui vient s'activer de manière rapide, forte, en fonction de la situation. Et c'est pas forcément de l'amour, c'est une reconnaissance traumatique. C'est ton corps qui se câble sur quelque chose qu'il connaît, qui est traumatique, qui est traumatisant. Et le trauma bonding, c'est pas juste deux personnes qui s'aiment profondément, intensément. C'est deux blessures qui se reconnaissent. Donc c'est comme finalement deux pièces de puzzle qui sont un peu cassées et qui s'emboîtent parfaitement. Parce qu'elles ont été brisées finalement de manière complémentaire et elles arrivent à se complémenter. Donc il peut y avoir une personne qui fuit et l'autre qui va poursuivre. Donc il peut y avoir, c'est pour ça qu'on voit souvent des personnes qui ont un attachement anxieux versus une évitante. Donc on va voir ce type de scénario qu'on peut trouver dans les couples. Une personne qui va se fermer complètement et l'autre qui va se suradapter complètement à la personne qui se ferme. Et voilà, il peut y avoir plein de jeux comme ça qui vont créer une intensité très importante et qui est finalement très insécurisante et qui, dans le temps, ne fonctionne pas puisque c'est pas bâti sur quelque chose de sécurisant. Et évidemment, il y a aussi le mécanisme de la dopamine de peut-être que c'est mon prince charmant, peut-être qu'il va changer, peut-être que... Voilà. Quand une personne, elle est aimante seulement par moment, le cerveau, il devient accro finalement à ces rares instants. Oui, mais d'habitude, il est gentil. Voilà. Donc oui, mais il me frappe, mais finalement, en dehors de ça, c'est un père formidable. Vous voyez ce genre de discours qu'on peut entendre. C'est finalement un peu comme un joueur de casino qui va continuer à jouer parce qu'il a gagné une fois, sans comprendre ou sans conscientiser ou sans accepter, parce qu'on peut être dans le déni, sans accepter que la maison de casino, elle gagne toujours, elle remporte toujours. C'est pas parce que tu as gagné une fois, mais tu vas en perdre, tu vas perdre 100 fois. C'est une sorte de renforcement intermittent. Et c'est ce qui rend un lien traumatique parfois plus puissant, dans l'illusion évidemment, qu'une relation qui est saine, qui est stable, qui est prévisible, puisque ton système nerveux, il ne sait pas ce que c'est être prévisible, calme, stable, maturité émotionnelle, il ne connaît pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il va aller chercher. Il va chercher ce qu'il connaît. Il va chercher ce qui est familier. Donc, c'est pour ça que
il y a quelque chose qui se passe et que je remarque souvent. Là, ça fait 11 ans que je vous accompagne. J'ai accompagné des milliers de personnes, donc c'est quelque chose que je vois de manière récurrente. C'est quand on commence à guérir, on peut trouver les personnes saines ennuyeuses. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'alchimie ou pas ou autre, mais c'est qu'il n'y a plus de danger en fait. Ok. Donc tu remarqueras ça. Tu remarqueras que ton cerveau il va toujours t'emmener vers ce petit pic de dopamine. Ok. Et tout ça, c'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et dans un trauma bonding, le corps, il est tout le temps en alerte. Donc, il y a du cortisol qui est tout le temps sécrété, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une hypervigilance qui est là. Tu doutes. Tu attends ensuite que la personne elle change. Tu vas analyser parce que comment va se comporter la personne avec moi. Tu vas évidemment adapter ton comportement à l'autre parce que tu n'as pas envie de le perdre. Tu vas ressentir des pics émotionnels. Donc, waouh, l'amour il est intense et boum, il y a une grande chute derrière. Donc, il va y avoir des pics mais extrêmes. Donc tu sors complètement de ta fenêtre de tolérance et boum, tu ressors, tu es en hypo-activation, donc tu es en hyper, tu es en hypo. C'est quelque chose de très confusing pour toi. Et ce lien, il est souvent confondu avec de l'amour profond, alors qu'en fait, il est basé sur la peur de perdre, il est basé sur une profonde peur d'être abandonné, sur un manque, sur une instabilité, sur de l'immaturité émotionnelle. Parce que l'amour, quand il est sain, il ne te maintient pas en alerte. L'amour, quand il est sain, il t'oblige pas à te suradapter. L'amour, quand il est sain, il te fait pas marcher sur des œufs. L'amour, quand il est sain, il t'oblige pas à minimiser ce que tu ressens parce que l'autre, il est évitant et qu'il est incapable de te recevoir. Au début, ça passe. Et puis, au fur et à mesure du temps, surtout si toi, tu guéris et que la personne en face, elle guérit pas, il va y avoir un décalage. Et tu vas te rendre compte au fur et à mesure que ce lien-là qui est intense, il t'épuise, il te vampirise et que c'est pas de l'amour qui est sécurisant. Sortir du trauma bonding, c'est pas juste tu changes de partenaire, attention, parce que tu peux changer de partenaire et tu tombes dans les schémas que tu répètes. Combien de fois on m'a dit, oui, c'est un partenaire différent et finalement on a vécu des choses différentes, mais quand on creuse, quand on analyse la situation, bah, j'ai revécu un petit peu la même chose, mais avec des personnes différentes qui portaient des costumes différents et qui avaient des attitudes différentes. Donc toi, tu pensais que c'était bon, mais en fait, au final, tu as rejoué tout ça, parce que tu es dans ta prison en fait, et tu es dans l'illusion qu'il y a quelque chose qui a changé, mais finalement, quand tu enlèves les rideaux, tu es toujours dans ta prison. Donc, c'est tout un système qu'il faut dire non. Évidemment, il faut dire non à cette toxicité à laquelle s'est habitué ton système nerveux, donc réguler ton système nerveux sur la paix, la joie, la sécurité. Et il y a aussi une forme de loyauté familiale qu'il y a besoin de renier parfois. Parce que dans beaucoup de familles dysfonctionnelles, celui qui va mal est paradoxalement le plus sain. Donc ça, j'en parle souvent de ce mouton noir qui a besoin d'aller en thérapie, mais finalement, c'est la personne la plus saine de son système puisqu'elle vient mettre le doigt sur les irrégularités de ce système, sur la toxicité de ce système. C'est une personne qui va finalement porter le symptôme du groupe, qui va exprimer son mal-être, il va exprimer ce que le système entier refuse de voir pour venir apporter de la guérison dans ce système qui est malsain. Donc quand tu vas commencer à dire non, non à l'alcool, non au silence, non à la violence, non aux relations toxiques, etc., ça peut déclencher un petit peu la panique dans ton système. Déjà, système intérieur, évidemment, et aussi système extérieur, le système qui t'entoure. Voilà, ils vont essayer par plein de mécanismes de te ramener vers là où ils sont. Ils vont te dire que oui, tu as trop changé, tu crois que tu es mieux que moi, oui, mais tu détruis l'équilibre, mais tu n'as pas compris, tu vas rester seul, etc., etc., parce que tu es en train de casser finalement une sorte d'homéostasie toxique. Donc, le système pense qu'il est dans l'homéostasie, donc dans un milieu cellulaire qui est propre et sain pour toi, mais en fait, c'est toxique. Et si là où quelque chose de vraiment puissant se joue, c'est qu'à chaque fois que tu régules ton système nerveux face à une attaque familiale, sans répondre par la violence, la fuite, etc., donc sans répondre par un mécanisme traumatique forcément, c'est pas juste tu te protèges, tu fais quelque chose de bien plus grand que ça, dont tu n'as peut-être même pas conscience. Tu modifies complètement la trajectoire de ce système-là. Tu crées un nouveau chemin neuronal. Évidemment pour toi, pour eux aussi, pour les personnes qui arrivent,
Et donc finalement, réguler ton système nerveux, ça devient une espèce un acte de réparation transgénérationnel. Ok. Donc attention de ne pas confondre l'intensité avec l'amour. Ça peut venir d'un héritage, ça peut venir de ce que tu as connu, ça peut venir de traumas d'enfance. C'est en tout cas une mémoire du corps, peu importe d'où elle vient. C'est une adaptation qui est ancienne, peu importe que ça vienne de ton enfance ou de ton transgénérationnel. Mais évidemment, ce qui a été appris peut être désappris. Là où tu as branché ton système nerveux, tu peux débrancher. Et je te rappelle que l'amour, il n'est pas censé te maintenir en alerte, qu'il n'est pas censé te faire douter de ta valeur, que tu as besoin de te perdre dans l'autre pour être aimé. Ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, c'est bien différent. L'amour sain, voilà, il est différent, il te permet de te construire sur de la sécurité intérieure, il permet une évolution qui est commune, l'un évolue, l'autre évolue et on évolue main dans la main. Et c'est pas, il n'y a pas besoin de rechercher de l'intensité. Tu peux aimer sans danger. Et donc, il y a besoin d'apprendre à ton système nerveux et à ton corps que tu peux aimer et être aimé de manière saine, avec de la maturité émotionnelle, avec de la présence et de la sécurité. C'est pour ça qu'il y a besoin que tu le fasses avec toi-même. C'est pour ça qu'il y a besoin de brancher ton système nerveux sur de la régulation, sur de la sécurité, sur de la paix, pour que tu puisses accepter ça de l'autre et comprendre que c'est ce dont tu as besoin. Il y a besoin que tu te le ramènes à toi. Donc, commence par réguler ton système nerveux, commence par te brancher sur la sécurité pour apprendre à ton corps et à ton système nerveux que le silence, la paix, quand tout se passe bien, c'est OK et que tu n'es plus obligé de rester branché sur le chaos pour vivre, pour survivre. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao.